Alors, bonjour à tous. Nous sommes en visioconférence aujourd'hui avec Monsieur Philippe Clos, directeur de la fondation Digeste Science. Philippe Clos, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci bien. Donc, avant de parler de la fondation, qui est Philippe Clos? On peut se présenter? Oui, alors moi je m'appelle donc Philippe Clos, je suis le directeur de la fondation Digeste Science. Je ne suis pas médecin, je suis communicant de formation euh, avec un parcours qui a alterné entre le monde du journalisme et le monde de la direction d'école de communication. J'ai rejoint moi la fondation dans un premier temps avec mes étudiants il y a quelques années. Puis comme administrateur de cette même fondation. Et le président, toujours en exercice, le professeur Pierre Desremaux, président fondateur, m'a proposé d'en prendre la direction il y a 5 ans. D'accord. Donc aujourd'hui, nous, dans le pays de Saint-Omer, donc à Saint-Omer, c'est un moment important puisqu'on va présenter également tout à l'heure Mickey 62, qui est une association que vous connaissez certainement. Et donc, je veux le rappeler quand même que Mickey veut dire maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc, cette fondation a été créée il y a 10 ans, c'est bien cela? Il y a 15 ans, en 2008, à l'initiative donc du professeur Pierre Desremaux, qui est gastro-entérologue au CHU de Lille et professeur d'université. L'idée, c'était de construire un projet de fondation qui permette d'apporter aux malades le meilleur de la science du moment. Donc, votre fondation est surtout là pour développer et financer les recherches. Voilà, la fondation de digestion s'articule autour de 4 axes. La première, c'est effectivement lever des fonds pour financer des programmes de recherche, pour avoir de nouveaux traitements pour les malades et espérer, dans les meilleurs délais, arriver vers la guérison, puisqu'aujourd'hui, la majorité des pathologies pour lesquelles on travaille, malheureusement, sont incurables aujourd'hui. Mais demain, grâce à la recherche et grâce au travail de tous, hein, c'est l'affaire de tous, on avance vite euh, et on fait des progrès tous les jours, On peut dire que ça progresse dans le bon sens alors. dans le bon sens. Voilà. Alors la fondation, c'est ça sur son premier axe. Son deuxième axe, c'est former et accompagner les soignants, donc permettre aux médecins d'être toujours au meilleur de la connaissance sur les pathologies digestives. Et puis aussi le monde paramédical, on pense notamment aux diététiciens, diététiciennes, pour lesquels les besoins de formation sur ces pathologies sont nécessaires pour accompagner là, sur le quotidien les malades. Quand on parle de diététicienne, la nutrition est importante dans le Voilà, développement. la fondation. Tout à fait. La Fondation Digescience, c'est fondation de recherche sur les maladies de l'appareil digestif et de la nutrition. L'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Ok. Alors, peut-on quand même citer quelques maladies, parce qu'on parle de maladies en règle générale, mais bon, nous, automatiquement, on pense tout de suite à la maladie de Crohn, mais il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres maladies. Alors, effectivement, la Fondation, elle œuvre autour de 4 pathologies essentiellement. Les Mickey, d'où Mickey 62. Donc, dans les Mickey, il y a 2 maladies particulières, effectivement. La maladie de Crohn, qui est peut-être la plus connue parce que le nom permet facilement d'identifier la pathologie, et la rectocolite hémorragique, euh, qui est la deuxième pathologie de ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et puis à côté de cela, il y a une autre pathologie qui est les malades cœliaques, donc les intolérants au gluten, ceux pour qui le diagnostic a été fait. Alors, si pour les Mickey, on est à peu près à 300 000 personnes en France aujourd'hui diagnostiquées, dont plus de 30 000 dans les Hauts-de-France, ce sont des maladies qui continuent à progresser. Voilà. C'est des maladies des pays industriels essentiellement, et les pays qui sont en voie de développement ou en cours de développement euh, suivent malheureusement les mêmes schémas avec des nombres de malades qui progressent. D'ailleurs, quand un malade vient, enfin, quand une famille vient d'un pays où la maladie n'est pas présente, les enfants, les petits-enfants ont le même taux de risque, entre guillemets, que les autochtones. Donc, c'est bien lié à un environnement au sens large.
Alors, question de curiosité, pourquoi prononce-t-on Mickey au lieu de Missy? Ça, c'est vraiment une question curieuse, disons. Parce que Mickey, alors Ah, c'est suivant le bon vouloir de chacun. Il n'y a pas de discrimination sur le terme. Il y a le fait que ça s'écrit MICI avec deux voyelles au-dessus. Euh, mais il y a aussi l'acronyme, donc maladie d'accord. inflammatoire Toi, chronique de chronique. l'intestin. Euh, on voudrait normalement mettre un petit point entre chaque lettre, ce qui permettrait de prononcer Mickey directement, mais c'est le même environnement, c'est les mêmes maladies dont on parle. D'accord. Donc, les Hauts-de-France, on peut dire que c'est une région particulièrement touchée là, par ces maladies, ces Mickey. Alors, sur les maladies dites Mickey, c'est à peu près 30 000 malades dans les Hauts-de-France, D'accord. avec une progression plus rapide chez les jeunes. Et au niveau représentation homme-femme, les femmes sont légèrement plus impactées par cette pathologie, qui est très invalidante quand elle est dans ces moments de poussée. Alors c'est le côté un peu tabou des Mickey et des maladies digestives en général, c'est que dans notre culture, on n'a pas l'habitude de parler de ces cacas, de ces proutes. Ça fait toujours sourire, etc. Mais pour les malades, c'est très très compliqué à vivre, puisque au moment de pousser, on peut avoir des patients qui vont 20, 25 fois la selle par jour, ou qui ont envie d'y aller, sans savoir si ça déclenchera une infection ou pas. D'accord. Donc, c'est très difficile pour les malades, d'autant que c'est associé à des douleurs abdominales intenses et qu'entre le moment où ils ont leurs premiers symptômes, on va dire, et le moment où le diagnostic est vraiment posé, il peut se passer parfois plusieurs années, donc plusieurs années de souffrance. Sur votre site internet, c'est quand même une particularité, c'est les jeunes qui sont atteints facilement de cette. Oui, jusque les pics, on va avoir effectivement jusque 35 ans, c'est là où il y a le plus de diagnostics. Euh, les jeunes enfants sont aussi touchés, hein, avec une progression de 2 à 4% chaque année. Donc il est important, effectivement, d'abord d'en parler, parce que c'est tabou, c'est toujours la double peine. Quand le malade va bien, entre guillemets, que les traitements, parce que les traitements sont de plus en plus efficaces, D'accord. euh, il est soulagé, l'inflammation est encadrée par le traitement, il a une vie normale hein, avec ces traitements, qui sont aussi des traitements lourds et pas toujours faciles à accepter, pas toujours faciles non plus à suivre. Et puis, malgré que l'inflammation soit jugulée par les traitements, ça n'empêche pas les douleurs abdominales qui peuvent être liées pour à peu près, on pense à 50% des cas, liées là juste à l'alimentation. Alors, l'alimentation ne guérit pas de la maladie, il faut être très clair. Peu importe ce que l'on peut lire dans les journaux People, etc., euh, on ne guérit pas avec l'alimentation, mais l'alimentation peut apporter un bien-être au quotidien. Voilà. C'est ce qu'on va appeler les régimes pauvres en FODMAP, qui sont des régimes qui permettent d'éliminer les sucres qui fermentent un peu trop dans le gros intestin et qui créent ces ballonnements, ces distensions et qui font mal. D'accord. Alors, même si cela n'est pas encore atteint, vous parlez dans la présentation de la Fondation l'espoir de guérison ou de prévention. Alors, où en est-on actuellement? Alors, sur la guérison, on n'y est pas. On va être très clair. Euh, sur l'évolution, il y a 20-30 ans, les médecins avaient quelques molécules à leur disposition dans un cadre hospitalier très particulier. Euh, Aujourd'hui, ils ont un panel de traitements possibles de façon à ce que quand un patient ne réagit plus à une molécule, ils aient irrémédiablement une solution alternative à proposer. Et ça, c'est nouveau parce que c'est la recherche qui a permis cela. Ça continue. Il y a d'autres molécules qui sont dans les tiroirs des laboratoires. Maintenant, avec le Covid, on comprend un peu plus, hein, un peu plus cette notion
d'expérimentation en phase 1, phase 2, phase 3, etc., avant la mise sur le marché. Donc il y a encore des molécules qui sont en attente de tests, on va dire, pour le grand public, et qui apporteront pour les années à venir à nouveau des solutions encore plus efficaces. Et puis, il y a aussi la manière d'administrer les médicaments qui change, voilà, qui les rendent aussi moins dépendants de l'environnement médical, où le patient peut, dans certaines situations, se prendre en charge à la maison comme quelqu'un qui aurait un diabète et qui se fait ses injections d'insuline. Voilà. C'est pas aussi simple, mais des alternatives sur lesquelles le patient devient autonome sont en place également. Et ça, c'est une révolution aussi pour les malades. Alors, vos projets, vos espoirs pour les mois et les années à venir sont-ils... Alors, pour les années à venir, c'est de trouver les causes environnementales de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique. On a une chance inouïe dans cette région qui est malgré tout la plus touchée, c'est qu'on a un registre qui s'appelle le registre EPIMAD, où tous les malades sont référencés par leur médecin gastro-entérologue dans un, un document, une base de données spécifique médicale sur lequel on a vraiment une capacité à analyser ce qui se passe autour de la vie du malade. Et grâce aux équipes de recherche de chez Epimad, on travaille d'une manière complètement transversale avec toutes les bases de données disponibles pour essayer de déterminer euh, pourquoi cette maladie est toujours présente, quels sont ses facteurs déclenchants, puisque sur un même territoire, il y a des gens en bonne santé et il y a des gens qui sont malades. Donc c'est qu'il y a quelque chose à un moment qui fait que. Et on a un outil actuellement que l'on a développé qui s'appelle la recherche sur les exposomes dentaires. C'est-à-dire que dans les dents de chacun, quand on mange, on peut aujourd'hui, sur 8 ans en arrière à peu près, euh, analyser 2500 composés. Voilà. Alors, ce qui est bien avec les dents, c'est qu'on va tous à un moment ou à un autre chez le dentiste. Donc, on a fait une première étude sur des dents d'adultes. Donc, il ne faut pas arracher de dents à personne, hein. C'est des gens qui vont chez le dentiste naturellement et puis ils ont besoin à un moment de se faire extraire une dent. Le dentiste, avec l'accord des patients, il y a tout un protocole sécuritaire, hein, bien sûr, là-dessus, conserve la dent dans des conditions spécifiques. Et puis, elles sont envoyées dans un laboratoire. Et ce laboratoire, il n'y en a que deux actuellement à notre connaissance qui sont en mesure de le faire sur la planète. Et ils sont capables de nous donner en retour, pendant les 8 ans, 2500 composés, ce qu'ils ont été, comment ils ont été administrés, on va dire. C'est intéressant parce que ça permet, sur des territoires où il y a beaucoup de malades et des territoires où il y a peu de malades, de dire, bah, tiens, qu'est-ce qui a fait que on ait cette différence? Peut-être que leur alimentation, ce qu'ils ont respiré, ce qu'ils ont à un moment eu en contact, leur a permis, on ne va pas dire d'échapper à la maladie, mais plutôt de la développer. Cette première étude sur les adultes nous ont permis, dans un premier temps, de s'apercevoir qu'il n'y avait pas de facteur aussi évident qu'on aurait pu l'imaginer. Alors, ça paraît être pour certains un échec, c'est surtout une grande rassurance aussi. Parce que quand on habite un territoire où il y a beaucoup de malades, c'est, il n'y a rien d'écrit à l'avance. Ça évite les peurs inutiles. Et on s'est aperçu que comme les enfants étaient de plus en plus touchés et que les enfants perdent leurs dents naturellement, et ben on pouvait faire la même chose avec les enfants. Voilà, et donc on a un projet actuellement de récupérer des dents de lait dans un protocole très particulier aussi, auprès des familles d'enfants là, qui sont atteints de Mickey, pour savoir mais qu'est-ce qui a bien pu se passer à un moment dans cet environnement. Euh, voilà des programmes de recherche concrets. D'accord. Bon, on a parlé donc des Mickey. Alors sur le pays de Saint-Omer aujourd'hui, donc on va parler d'une association également Mickey 62 qui rejoint les associations nationales. Quel est leur rôle au sein de au sein de la fondation justement ces associations qui sont nombreuses, je pense. Voilà. Alors nous, on est ravis que des associations comme Mickey 62 voient le jour.
parce que dans les 4 actions dont je vous ai parlé tout à l'heure de la Fondation, il y a donc le troisième axe qui était d'accompagner et d'aider les malades, c'est-à-dire de leur apporter les connaissances et les outils. Mais il y a le quatrième axe, c'est de faire connaître et reconnaître les maladies. Et au plus on est nombreux sur le territoire à en parler, au plus le côté tabou de la maladie va disparaître. Et je fais toujours un peu ce parallèle avec Octobre Rose et le cancer du sein. Il y a plusieurs décennies, c'était aussi une maladie taboue, on n'en parlait pas, parce qu'on parlait de la poitrine, on parlait de cancer, c'était compliqué. Aujourd'hui, Octobre Rose, c'est quelque chose où la population s'est approprié l'événement. Qu'on soit un enfant, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit malade, qu'on ait de la famille qui a été malade ou pas, tout le monde se sent concerné par Octobre Rose et le cancer du sein. Ça a permis de lever énormément de fonds parce que ça a sensibilisé un maximum de personnes et la recherche n'avance que plus vite. Et ben, grâce à Mickey 62 et toutes les associations et tous les clubs sportifs, etc., qui ont envie que la recherche avance et qu'on se bouge tous ensemble, et ben, c'est une aubaine pour les chercheurs. Euh, J'ai vu également que oui, beaucoup de respect pour ces associations. les créateurs de Mickey 62, pour l'énergie qu'ils mettent autour de leur association, euh, parce qu'on a tous besoin d'eux. Alors j'ai vu que vous aviez des parrains nationaux et beaucoup de sportifs. Et bon, je vais faire quand même un petit coucou parce que on est un peu chauvin. Hein, c'est Cédric Vasseur, c'est un gars de Oui, notre c'est l'enfant coin, du pays. c'est l'enfant du pays. Donc on va lui faire un petit coucou. Mais beaucoup de sportifs, il n'y a que les sportifs qui répondent au niveau du parrainage. Alors, c'est une volonté à l'origine de la fondation. Voilà. Lorsque la fondation a été créée il y a 15 ans, euh, il a été décidé par le conseil d'administration qu'on n'était pas là pour investir dans de la communication au sens propre du terme. Alors, je sais que chez Mickey 62, le monde de la communication vous soutient énormément et je les en remercie. Mais nous, on s'est dit, c'est les donateurs qui nous donnent des sous. Il faut que cet argent aille le plus vite possible auprès des malades, auprès de la recherche. Et on s'est dit, mais il faut communiquer. Et c'est un peu le nerf de la guerre. Et en utilisant la notoriété des sportifs de haut niveau qui sont bénévoles à l'association, et ça je tiens à le dire, que ce soit le parrain, depuis la création, toujours présent, qui a créé une course pour la fondation qui s'appelle la Cédric Vasseur, qui a lieu une année sur deux à Stanford ou à la Gorgue. Euh, c'est de l'engagement et il fait profiter, Cédric, euh, à la fondation son rayonnement. Mais c'est vrai aussi pour, par exemple, au niveau local, le champion d'Europe de char à voile, Ludovic Guillotin, qui floque ses voiles et qui forme les jeunes et qui leur véhicule les images de la fondation, ou le joli bateau qu'on a eu pour la route du Rhum, pour lequel la fondation n'a vraiment mis aucun euro et qui était offert pour donner de la visibilité. Donc le sport, oui, c'est omniprésent. Et puis il y a quelque chose d'important, c'est que le sport, aujourd'hui, scientifiquement, c'est la santé. Aujourd'hui, il y a des programmes de sport santé qui se développent. Et donc, lorsqu'on associe les maladies digestives et le sport, on sait qu'on va encore gagner une étape. Monsieur Philippe Clos, je vous remercie grandement de nous avoir consacré ce moment qui nous a permis donc de mieux connaître ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et la fondation Digest Science. Et pour conclure, je vous laisse le mot de la fin. Alors, pour le mot de la fin, deux choses. D'abord, participer à l'événement majeur que Mickey 62 va créer, dont vous allez parler dans votre émission sûrement tout à l'heure. Euh, Voilà, si vous voulez plus d'informations sur la fondation, rejoignez notre site www.digestscience.com. Il y a une newsletter, c'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement, il ne faut rien payer, il n'y a pas de cotisation, donc inscrivez-vous. Si vous voulez participer aux actions, à la vie de la fondation, n'hésitez pas, venez avec vos idées, nous sommes preneurs. Et à tous les gens qui sont atteints de maladies chroniques de l'intestin, euh, n'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers.
ils sont en visioconférence, peu importe l'endroit où on se trouve, là aussi, ils sont gratuits. Inscrivez-vous à la newsletter et vous serez accueillis le mieux que l'on peut. D'accord. Philippe Clos, encore merci. Et au plaisir de vous rencontrer. Et je vous dis à très bientôt parce que j'ai promis et j'ai prévu pour le prochain rendez-vous d'être à vos côtés. Pas voulu se montrer, mais il a enregistré. Hein. Merci encore, Philippe. Merci beaucoup, Philippe. À bientôt. Je vous en prie. À très bientôt.